ce que je tenais à vous dire, c'est que je fais de la sémantique, je suis un écologue et non pas un écologiste. Il y a une nuance quand même assez importante entre un écologue et un écologiste. L'un essaie d'avoir une approche rationnelle, l'autre a une approche beaucoup plus subjective, voire parfois mystique. Donc la question de la continuité écologique, elle s'est posée pas de la part des écologues, elle s'est posée de la part des écologistes, qui avaient cette fascination pour les rivières naturelles. Une rivière naturelle, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin en tout cas c'est une rivière où il n'y a pas l'homme, pour aller vite. J'en ai connu, moi j'ai fait une partie de ma carrière en Afrique, et je peux vous dire que j'ai connu les rivières, quelques rivières encore dites naturelles. Et ce n'est pas du tout le type de fonctionnement que l'on connaît chez nous. Donc, ceci étant dit, pourquoi on parle de continuité écologique? Parce que, au Grenelle de l'environnement, des mouvements écologistes ont dit qu'il faut supprimer toutes les entraves à la circulation des animaux en rivière. On pourrait se poser la question, quels sont ces animaux? Sont-ils nombreux ou pas? C'est une autre question. Et il faut également assurer le flux des sédiments dans les rivières, de manière à ce qu'on retrouve un équilibre sédimentaire normal. Alors, je vais d'abord vous faire un bref retour historique sur les rivières. À quoi ça sert une rivière? Alors, si je fais de l'anthropomorphisme, je dis ça sert à évacuer l'eau. Voilà, ça sert à évacuer l'eau. Et quand il y a trop d'eau, ben, la rivière déborde. C'est pas un scoop, hein. Pas un scoop, mais on redécouvre aujourd'hui que lorsqu'il y a trop d'eau, la rivière déborde, hein, et que les zones inondables, c'était pas fait pour construire. Donc, voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Hein. Mais si on a construit dans les zones inondables, c'est parce que les terrains étaient moins chers, c'est pour différentes raisons, parce qu'on était au bord de l'eau, parce que ceci, parce que cela, mais voilà, je veux dire, on est dans une faute de logique pure, on n'est pas dans une question qui n'a pas de réponse. Et évidemment, aujourd'hui, le changement climatique a bon dos. Hein, c'est à cause du changement climatique qu'il y a des inondations. Il y en a toujours eu. Ceux qui ont fait un peu d'histoire savent très bien qu'il y a eu au XIXe siècle des crues fantastiques. La Seine a inondé Paris, etc. etc. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, peut-être qu'il y a des arguments supplémentaires pour le changement climatique, mais en tout cas, le problème de l'inondation n'est pas nouveau. Donc si on a construit dans des zones inondables, ça n'est pas à cause du changement climatique, ça n'est pas à cause de la méconnaissance des choses. Les anciens savaient très bien qu'on ne construisait pas au bord des rivières. Voilà, donc mais c'est simplement pour rappeler quand même qu'il faut avoir un peu de bon sens quand on approche ces questions. Alors, comme il y avait des inondations, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a rectifié le cours des rivières pour que l'eau parte plus vite. Toutes les rivières en méandre, toutes ces zones qui étaient plus ou moins marécageuses, etc. L'estuaire de la Seine, c'était un grand marécage. On a creusé l'estuaire de la Seine pour faire la circulation des bateaux. Hein, à l'heure actuelle, on creuse pour que les bateaux remontent du Havre à Rouen. Hein, donc, mais ça c'est une autre utilisation de l'eau. Mais toujours est-il que les ingénieurs, autrefois, considéraient que pour qu'ils évitaient les inondations, il fallait rectifier les rivières, curer les rivières, entretenir ces réseaux, de manière à ce que l'eau s'évacue au plus vite. Et il y avait aussi, avec les ingénieurs hydrauliques, ceux qui s'intéressaient aux problèmes de pollution, de qualité d'eau, et qui disaient plus on évacue vite les pollutions, et moins il y en aura dans les cours d'eau. Donc il y avait des raisons, je dirais, un peu historiques, à faire ce que j'appelle de la tuyauterie. La tuyauterie, ça veut dire qu'on évacue l'eau le plus vite possible sans se soucier de ce qu'il y avait dans la rivière, que ce soit du sédiment ou des animaux. Ah, voilà. Évidemment, autrefois, on avait aussi, on n'avait pas la machine à vapeur. Il faut se rappeler qu'on n'avait pas la machine à vapeur. Mais on avait la force motrice du vent et de l'eau. Et donc on a construit des moulins à vent, on a construit des moulins, et on avait aussi la force animale. Mais les cours d'eau ont toujours servi, d'une certaine manière, à produire de l'énergie, soit motrice,
soit électrique, soit carrément pour le transport. Et la navigation fluviale, alors là, quand on regarde, j'ai écrit un petit livre sur ces questions d'utilisation des cours d'eau depuis l'Antiquité, j'allais dire. On voit bien que la navigation fluviale, ça a été le moteur économique de la France, depuis les Gaulois. Autrefois, les gens circulaient sur les cours d'eau, et parce que les routes n'étaient pas sûres, il y avait des bandits, des brigands dans les forêts profondes, et on circulait sur les cours d'eau. Et les rivières, nos rivières, ont été aménagées depuis des millénaires pour la navigation. Hein. Pour la navigation, ce qu'on a fait, d'une part, c'est qu'on a essayé de réguler les cours d'eau. Le Rhône était pratiquement impraticable pendant une grande partie de l'année, parce qu'il y avait des crues un peu fantastiques. Et puis surtout, ça peut nous intéresser pour le débat qu'on va avoir, on a supprimé des seuils. Parce que les seuils, évidemment, c'était gênant quand on avait des bateaux à faire passer. Donc on a fait sauter des seuils, on a arasé des seuils, on a creusé le lit des rivières de manière à ce qu'il n'y ait plus de seuils. Ce qui fait que, autrefois, une rivière, c'était une succession de vasques. Hein, moi, ce que j'ai vu dans d'autres pays du monde, une rivière, c'est pas un tuyau qui s'écoule comme ça, c'est des vasques qui sont séparés par des seuils. Donc on a fait sauter les seuils. Donc on a fait là vraiment de la tuyauterie. On est en plein dans cette... Et puis qu'est-ce qu'on a fait aussi pour la navigation? Mais on a fait un immense réseau hydrographique. Les canaux, depuis des siècles, on a creusé des canaux entre tous les bassins hydrologiques de manière à assurer la circulation des marchandises et des hommes d'ailleurs. Hein. Ce qui fait que quand on regarde un peu la carte de France et d'Europe des rivières et des interactions des canaux, on a une immense trame bleue. Hein, ça existe. Alors, on verra tout à l'heure quelles en sont les conséquences. Alors, les premières inondations, enfin les premières luttes contre les inondations remontent à très loin, mais je rappelle quand même que la Loire, qui est un grand fleuve naturel d'Europe, a été la première à avoir des digues pour protéger les cultures. C'est du temps de Richard Cœur de Lion, ça remonte très loin, hein, qu'on a construit les premières levées de la Loire, hein, c'est-à-dire les premières digues qui servaient non pas à protéger les vignes, mais à protéger les cultures. Parce que les cultures, c'était aussi important que la vie des hommes autrefois. Hein. Et il fallait manger. On a oublié que quand même, autrefois, il fallait se nourrir, et c'était pas aussi simple. Donc, la pénurie, voilà, les rivières, ça sèche. C'est normal quand il n'y a plus d'eau. J'ai une photo de Paris à sec en 1943, mais s'il n'y avait pas les barrages réservoirs de la Seine ne coulerait plus à Paris en période d'étiage. Hein. C'est grâce aux barrages qu'on maintient le niveau de la Seine. L'Allier et d'autres affluents, la Creuse, je crois, ont pu couler durant la dernière année à cause de l'existence de barrages, le barrage de Nossac, par exemple, hein, qui a permis d'alimenter l'Allier en eau. Hein. Les barrages, on peut discuter, mais quand même. Et quand il n'y a plus d'eau dans une rivière, ben, il n'y a plus de poissons. Hein. Il faut bien se mettre à l'idée que s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir des barrages qui alimentent avec de l'eau, ou ne pas avoir de barrages du tout et laisser crever toute la faune. C'est un peu caricatural, hein, mais je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, oui, je parlais du lac de Nossac. Alors, maintenant, si je regarde un peu avec mon œil d'écologue et le regard de certains de mes collègues qui ont travaillé sur ces questions, la rivière, c'est pas un cours d'eau, c'est pas simplement un cours d'eau, c'est un ensemble. Quand on parle d'hydrosystème. L'hydrosystème, c'est un complexe de différents types de milieux, des milieux courants, des milieux stagnants, des milieux marécageux. Bref, voilà, pour un scientifique, la rivière, c'est un grand complexe de différents types de milieux qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'un poisson, quand il pond ses œufs dans la rivière, les larves sont entraînées par le courant s'il n'y a pas d'endroit plus calme où les poissons puissent, où les larves puissent se développer et grossir.
Il faut bien voir qu'il y a des complémentarités entre les milieux. Les grenouilles ne vivent pas avec les poissons. Hein, ça n'est pas compatible, les grenouilles et les poissons. Les poissons mangent les grenouilles. Enfin, en tout cas, les têtards. Hein, donc, on voit bien qu'il y a des complémentarités. Hein. Donc, ça, cette notion d'hydrosystème, elle a donné lieu à un concept qui vous paraît maintenant évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. C'est qu'une rivière, elle a 4 dimensions. La dimension longitudinale, la solidarité amourale, la dimension transversale, bien entendu, c'est le lit mineur et le lit majeur, hein, j'en parlais tout à l'heure, la rivière ça déborde, hein, ça rentre dans son lit, comme on dit. Hein. La dimension verticale, c'est les relations avec les nappes. Hein. Puis il y a une dimension qui n'apparaît pas, parce que ça n'apparaît jamais ou très rarement en écologie, c'est la dimension de temps. Une rivière, ça bouge. Hein. Les rivières se déplacent. Il faut avoir en tête qu'une rivière, elle ne reste pas toujours dans son lit. Il y en a une qui est renommée, c'est là, hein, la rivière Latte, comme on dit dans la région lyonnaise. C'est une rivière dont le cours n'est pas complètement stabilisé. Et vous avez un exemple remarquable qui est celui de la Loire. La Loire qui autrefois était un affluent de la Seine, qui pour des raisons diverses, tectoniques ou je pense, s'est détournée pour repartir vers l'Atlantique. Donc la rivière, ça bouge aussi. Et ça bouge parce que d'une part, il y a aussi des alluvions, il y a aussi des transformations, et il y a évidemment l'influence de l'hydrologie. Alors, je reviens un peu sur cette question de lit de la rivière, le système hydrosystème. Une rivière, moi j'ai travaillé, plusieurs années en Afrique où j'ai connu des rivières qui étaient à l'époque assez peu aménagées. Et chaque saison des pluies, il y avait des inondations spectaculaires. Et il y a eu beaucoup de travaux faits par des écologues sur ces questions, le rôle des plaines d'inondation dans le fonctionnement des rivières. Ce qu'on sait, c'est que dans ces plaines d'inondation, en général, les poissons se répartissent, se reproduisent, les alevins grossissent et reviennent dans le cours de la rivière, le cours principal, en saison sèche. Donc les zones d'inondation ont un rôle tout à fait fonctionnel sur le plan biologique. En Europe, disons que la très grande majorité des plaines inondables a disparu. Elles ont été industrialisées, urbanisées, tout ce qu'on veut, hein, mais on a fait des digues pour éviter les inondations, et voilà. Donc il n'y a pratiquement plus, ou rarement en tout cas, de zones inondables. Ce qui explique aussi d'ailleurs, les crues que l'on observe. Je veux dire que autrefois, quand la rivière débordait, évidemment, la crue était moins importante puisqu'elle s'étalait sur une grande surface. Ce que j'ai vu cet hiver en Charente, par exemple. En Charente, il y avait des inondations fantastiques cet hiver. Les champs étaient couverts d'eau. Hein. Donc, c'est normal que la rivière s'étale quand il y a trop d'eau. Une fois de plus, tu n'as pas les seuls. Mais comme on a interdit à la rivière de déborder, ben, le flot arrive, et forcément, quelque part, il est beaucoup plus important. Bon, mais en tout cas, on a supprimé des zones inondables et on a supprimé des milieux qui étaient utiles à la faune aquatique et aux poissons en particulier. Alors, il y a dans les rivières aussi, les rivières qui sont en général naturelles, c'est-à-dire non aménagées. Il y a ce qu'on appelle des embâcles. Les embâcles, c'est tous les déchets qui tombent dans la rivière, les arbres morts. Alors, on redoutait autrefois les embâcles parce que quand il y avait des fortes crues, les arbres morts étaient emportés et venaient se coller sur les ponts et détruisaient les ponts. Hein, donc on se méfiait des embâcles et on a créé un métier qui s'appelle le métier de nettoyeur de rivières. Hein, ceux qui nettoient les rivières. Et nettoyer les rivières, ça n'est pas du tout une attitude écologiste. Les embâcles, ça fait partie du fonctionnement d'une rivière naturelle. Dans toutes les rivières au monde, quand ça n'est pas géré ou aménagé, on va trouver des tas de débris, des arbres morts, des boulis de berge, etc. Donc voilà, une rivière naturelle, en tout cas, ça n'est pas un tuyau, comme je disais tout à l'heure.
un système totalement hétérogène. Bon, il y avait aussi ces petites bêtes là, que vous adorez tous. Hein. Le castor est une espèce en expansion maintenant. Il a l'air de retrouver une certaine vie dans nos rivières. Alors j'aime beaucoup cette expression, sauver les arbres, manger un castor, c'est pour vous montrer les paradoxes de l'écologie. Hein, je veux dire que, ouais, oui, c'est paradoxal, mais en tout cas, vous voyez, quand on n'y a qu'un faucon, bah oui, mais voilà, quand on protège les castors, les forestiers ne sont pas tout à fait d'accord, hein, voilà, c'est tout. Alors la continuité écologique, c'est assurer la libre circulation des organismes vivants dans la rivière. Ça, c'est la doxale. Donc on supprime les obstacles pour la libre circulation. Mais quelles sont les espèces qui ont besoin de circuler librement dans la rivière? La rivière, c'est un flot qui va de l'amont vers l'aval. Alors il y a quelques espèces, oui, quelques espèces de poissons amphihalins, de moins en moins, parce qu'on va revoir ça tout à l'heure, mais la plupart des espèces qui vivent dans les rivières sont des espèces des insectes qui sont capables très bien de se déplacer. S'il y a un sol, il n'y a pas de problème. Et beaucoup d'autres espèces sont, je dirais, transportées, soit par les oiseaux, on a beaucoup de démonstrations de ça. Vous faites un trou dans votre jardin, vous verrez que quelques semaines après, il est peuplé. Et ça, c'est pas de la génération spontanée, c'est arrivé avec les oiseaux, avec des mammifères, etc. Hein. Donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir une continuité écologique pour peupler les rivières. Bon. Enfin, bon, ça, c'était un a priori. Et qu'est-ce qu'on cherche à protéger? Ben, on cherche à protéger, en réalité, vous savez bien, c'est pas la biodiversité, hein, c'est les poissons migrateurs, c'est-à-dire quelques espèces. Et c'est pas la biodiversité. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que la biodiversité, c'est aussi celle dont je vous parlais tout à l'heure, des petits milieux d'embâcles, c'est celle aussi des zones inondables, c'est celle des milieux humides, etc. Hein, il n'y a pas que des poissons dans les rivières, il n'y a pas que des poissons migrateurs. Hein, il y en a de moins en moins d'ailleurs. Donc la biodiversité, en fait, dans un cours d'eau, ben, elle est faite de nombreuses espèces qui ne sont pas forcément les poissons. Et quand on veut protéger les poissons, comme l'analogie avec manger un arbre, manger un castor, protéger un arbre, ben, on peut aussi détruire en même temps d'autres espèces. Les retenues, alors ce point-là, c'est les retenues jouent un rôle de zone refuge dans les rivières qui s'assèchent. Voilà, ça c'est un des points qui me semble tout à fait important. Si vous n'avez pas de retenue dans une rivière et que, pour des raisons diverses, la saison n'est pas bonne sur le plan pluviométrique, ben, la rivière elle va s'assécher. Si vous avez des retenues, elles ne sont pas forcément très importantes. À chaque fois, on n'a pas un lac de barrage énorme comme nos sacs. Mais ça suffit peut-être pour passer quand même une partie de la saison pour un certain nombre d'espèces qui trouvent refuge, ce qu'on appelle des zones refuge, dans ces petits points d'eau. Et à partir de ça, on pourra recoloniser la rivière. Si vous n'avez pas de zone refuge et que tout disparaît, c'est plus compliqué à recoloniser la rivière. Hein. Voilà. Donc il y a ce rôle de substitution de ces petites retenues et des zones annexes liées à ces retenues dans la recolonisation de la rivière lorsque la crue revient. Et ça, c'est un rôle de substitution par rapport aux zones inondables dont je vous parlais tout à l'heure. On a supprimé les zones inondables et maintenant on supprime encore les petites retenues qui créent, je dirais, des zones refuge pour la faune et la flore. Parce que, bon. Ah, attendez. Oui, ça je vous disais, je parlais des points. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup choqué quand on a écrit ce bouquin, c'est que j'ai découvert par hasard dans un papier d'EDF, parce que personne n'en a jamais parlé, en tout cas pas des instances officielles ni mes collègues scientifiques, quand on a détruit le barrage de Maison Rouge sur la Creuse, l'Allier, la Creuse, hein, le Cher, oui. Et en fait, il barrait un peu les deux. On a découvert, ou certains ont découvert en tout cas qu'on avait détruit un grand gîte, un grand site
de mulette perlière. La mulette perlière, c'est une grande moule d'eau douce que l'on trouvait autrefois en abondance et qui est une espèce protégée. Alors là, c'est quand même curieux parce que quand on fait des études de construction possible sur des milieux terrestres, il y a obligatoirement là, le passage d'écologues qui regardent s'il y a telle espèce ou telle sous-espèce qui est protégée et auquel cas il y a beaucoup de discussions avant de lancer des opérations. Je n'ai jamais entendu dire en cours d'eau, en milieu aquatique, que l'on faisait des opérations préalables d'études de la faune et de la flore. Il y a deux poids deux mesures. C'est pas normal. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, hein, mais je dis simplement dans la démarche. Hein. Il est quand même normal qu'on se pose la question en milieu terrestre des espèces protégées de leur devenir et qu'on se la pose de la même façon dans les milieux aquatiques. Hein. Mais évidemment, les poissons migrateurs, ça a beaucoup plus de valeur. Alors, très brièvement, si j'essaie de couvrir un peu les choses, après on pourra rediscuter. La diminution des effectifs de poissons migrateurs que l'on attribue aux barrages, aux petits barrages, en tout cas aux seuils de moulins, bah écoutez, je pense qu'il y a des gens, des historiens dans la salle avec qui j'ai causé tout à l'heure, qui savent très bien que la diminution des poissons migrateurs, elle a commencé avec la construction des grands barrages à l'aval des fleuves. Et ça, c'est très documenté. On sait très bien qu'à partir du moment où on a fait le barrage de Pose sur la Seine, on a commencé à se plaindre de la diminution des stocks de poissons migrateurs. Donc, ça fait partie de ces choses qui ont fait l'objet de débats. Hein, on a dit non, mais non, les grands barrages, non, mais quand vous avez une vingtaine de barrages sur le Rhône, les pauvres poissons migrateurs qui peuvent remonter au nord de Lyon, je leur souhaite bon courage, hein, parce que quand même, il faut les franchir, ces barrages. Hein. Bon, ben. Alors, l'arrasement du barrage des Maisons Rouges, en 99 sur la Vienne. Ah, ça, on avait du temps. Écoutez, c'est un exemple intéressant parce que à cette époque-là, on a crié haut et fort qu'on allait voir ce qu'on allait voir, que les poissons allaient revenir, etc. Alors les poissons, c'est quand même un objet d'étude depuis de nombreuses années, les poissons d'eau douce, j'entends. Et qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Alors là, on commence pratiquement, c'est difficile à lire, mais c'est à partir de l'année 2000 pour aller vite, ou même un peu avant, jusqu'à 2022, ou à peu près. Écoutez, on a vu à un moment un petit pic, ça c'est pour le saumon, et puis après on voit pratiquement le poisson disparaître. Alors là, il y a une question quand même qu'on ne pose jamais, mais ces saumons que l'on voit remonter la Seine, enfin la Seine, le bassin de la Loire, je dirais, est-ce qu'ils sont sauvages ou est-ce qu'ils sont d'élevage? Dans ces comptages, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on compte? Je n'ai jamais vu la distinction entre les sauvages et l'élevage. Hein, parce que j'ai lu par contre des rapports de pêcheurs qui disaient que on ne trouve plus que des poissons d'élevage. Alors, j'ai du mal à savoir si la suppression d'un seuil a été positive pour les poissons sauvages, mais de toute façon, ce qu'on voit, c'est que les effectifs de saumon diminuent quand même. C'est un retour d'expérience. Moi, ce qui m'intéresse en tant que scientifique, c'est est-ce qu'il y a eu des résultats des arrasements de barrages sur le plan de l'objectif qui était de faire revenir les migrateurs. C'est pas évident. Les aloses. Alors les aloses, c'est un cas intéressant parce que là, les aloses, on a un peu de tout. On a des endroits où elles ont pratiquement disparu, d'autres où elles sont réapparues. Et puis là, vous avez en haut à droite ce que j'appelle un effet pop-corn. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une explosion de population d'aloses. Vous voyez, il y a une part tout à fait à droite, une part assez haute, il y a en 2020-2021.
pourquoi? Alors que pratiquement la Lose avait disparu, et que, voilà, bon, voilà, ça fait partie de ces mystères qui intéressent beaucoup les scientifiques, mais voilà, il faut pouvoir y travailler et répondre à ces questions, ça n'est pas simple. Quand on regarde un peu sur l'estuaire de la Seine, les remontées aussi de poissons sur l'estuaire, au niveau du barrage de Pose. Le barrage de Pose, c'est le barrage le plus en aval de la Seine. J'avais travaillé avec le groupement d'intérêt public Seine-Aval sur ces questions. Là, on voit que les aménagements n'ont pas entraîné un retour fantastique du saumon. On voit que par contre la Lose, là, apparemment il y a eu aussi un effet pop-corn. Voilà, pourquoi? C'est à peu près probablement à la même époque que tout à l'heure dans la Loire. C'est des questions qu'il faut se poser, parce que pourquoi? C'est toujours pourquoi quand on est scientifique, pourquoi? C'est pas yaka, c'est pourquoi. Et quand on regarde aussi, là je crois que c'est de l'emploi marine, en bleu, pareil. Donc on voit que les effectifs de poissons migrateurs en général, enfin, il y a une étude à faire de retour d'expérience sur beaucoup de résultats qui ont été obtenus, qui n'est pas faite ou complètement faite. Mais ce que l'on voit quand même globalement, c'est que la situation ne s'améliore pas. Voilà, la situation ne s'améliore pas. Alors, est-ce que c'est à cause des barrages? Ça me surprendrait beaucoup. Ce que je sais, c'est que d'abord, il y a une forte pêche, le saumon est fortement pêché en mer, donc il n'y a pas de régulation. Quand on regarde un peu l'anguille, l'anguille était un poisson qui était considéré comme nuisible autrefois. Quand on pêchait des anguilles, il fallait les détruire. C'était obligatoire. On a bien détruit les anguilles, il n'y en a plus, ou très peu, enfin il y en a encore. Et quand on regarde un peu pourquoi il n'y aurait plus d'anguilles, je ne sais pas si vous avez vu des photos ou des reportages sur les pêches de la Pibale dans l'estuaire de la Gironde au moment de la migration des civelles. Les civelles. C'est une hécatombe. C'est une hécatombe, ça vaut de l'or. 1 kilo de civelle, ça vaut 1000 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc vous comprenez que ça attire beaucoup de prédateurs, pas seulement des animaux. Bon, il y a une thèse récemment qui a été faite sur une partie des retours d'expérience des poissons amphibiens. Bon, en gros, elle indique qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration liée à la suppression des barrages, donc aux travaux qui ont été réalisés dans ce domaine. Alors, parmi les facteurs qui peuvent expliquer la raréfaction des migrateurs, vous avez évidemment la qualité de l'eau. C'est-à-dire que quelque part, on ne peut pas exclure la qualité de l'eau. Et ce qui est surprenant, et dans le travail de synthèse qu'on avait fait avec Jean-Paul Braveur, c'est que quand vous avez des analyses ce qu'on appelle des méta-analyses qui mettent en relation les différents facteurs environnementaux et la présence ou non d'espèces de poissons, vous n'avez jamais la qualité de l'eau. La qualité d'eau, c'est quelque chose de difficile à appréhender parce que si vous faites une mesure de temps en temps, tous les mois, toutes les semaines, vous avez une mesure de l'eau à un moment donné, mais on sait que beaucoup de pollutions sont des pollutions flash. C'est-à-dire il y a un rejet de polluants dans une rivière, il suffit que ça passe pendant 10 minutes et ça nettoie la rivière. Ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça en Afrique. Quand on essayait de lutter contre les maladies parasitaires transmises par des petites mouches qui vivent dans les rivières, on mettait un fil d'Indane, ça nettoyait la rivière, il n'y a pas de problème, il n'y avait plus grand-chose. Mais on ne retrouvait pas le produit après. Bon, il y a aussi l'érosion du bassin versant, le colmatage des frayères, les barrières chimiques, le couloir de la chimie à Lyon, la surpêche, et puis un autre point majeur dont on ne parle jamais, c'est la modification des populations piscicoles. Vous savez que dans le bassin de la Seine, il y a près de la moitié des poissons du bassin de la Seine qui sont des espèces introduites. Et introduites pour certaines par les pêcheurs, parce que quand on introduit
fait de l'alvinage, on a introduit la truite, c'est un poisson prédateur, hein, et on a surtout introduit les pêcheurs, hein, sans autorisation, enfin, ces pêcheurs. Je ne veux pas frapper du tout sur les pêcheurs, hein, je dis qu'il y a des catégories de pêcheurs qui ont introduit le silure dans toutes les rivières françaises, pratiquement, hein, sans autorisation, bien sûr, hein, parce que c'est un poisson qu'on aime bien capturer, qui se défend, comme on dit, hein, qui se défend beaucoup. Mais le silure, de plus en plus, les travaux montrent que c'est un prédateur de poissons migrateurs. C'est un gros prédateur. Le silure est capable d'avaler des pigeons. Hein. On a parlé de chiens qui pouvaient être mangés par les silures, parce que ça fait partie un peu de la mythologie. Mais c'est un gros prédateur, c'est un poisson qui peut faire des dizaines de kilos. Hein. Bon, il y a des travaux qui montrent que la prédation par les silures des poissons ou des poissons migrateurs n'est pas nulle. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Donc, ce que je vais simplement essayer de terminer, c'est ce dogme selon lequel il faut supprimer les seuils et les barrages et les petits barrages pour permettre la remontée et le renouvellement des populations migrateurs, ben, ça ne semble pas se confirmer. Voilà, et je crois que c'est peut-être un des points sur lesquels il faudrait insister et avoir beaucoup plus de retour d'expérience, j'allais dire. Hein, mais quand j'appelle de retour d'expérience, c'est pas seulement du verbal, c'est aussi du quantifié. Et ça c'est quand même un peu plus compliqué à obtenir. Mais voilà, c'est quand même une question qui mérite en tout cas d'être exploitée, parce que si on montre que ça n'a pas d'intérêt pour les poissons migrateurs, parce qu'il y a d'autres causes qui interviennent aussi. Hein. Et je crois qu'on est dans des systèmes qui ne sont pas, je dirais, c'est pas simplement un rapport de cause à effet pour un facteur. Hein, c'est multifactoriel. Alors, on dit ça, évidemment, on botte un peu en touche, mais on est confronté en écologie à ces questions de multiples facteurs qui interviennent sur un objet. Et c'est l'une des questions les plus difficiles que l'on ait à résoudre, c'est d'essayer de comprendre quel est le rôle de chacun des facteurs. Hein, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on fait de l'écologie et ne pas dire c'est à cause de ci ou c'est à cause de ça, c'est à cause des insecticides ou c'est à cause des seuils. Ça, c'est le langage des écologistes, c'est pas un langage d'écologue. Hein, voilà. Donc, j'allais dire, ça c'est mon raisonnement un peu personnel, mais je n'aime pas beaucoup l'accaparement de l'espace public par des lobbies, que ce soit les lobbies de pêcheurs sportifs, de poissons migrateurs, et pas tous les pêcheurs, je répète, hein, ou par des lobbies écologistes qui amènent à modifier et à transformer un patrimoine qui fonctionnait vaille que vaille, qui s'était adapté, hein, il faut le dire, aux aménagements et qui quand même était tout à fait fonctionnel. Voilà, donc c'est quoi une belle rivière? Bah écoutez, ça c'est une question subjective d'appréciation. Il y a beaucoup d'éthique, il y a beaucoup d'esthétique, il y a beaucoup de mystique dans ces questions. Une belle rivière, c'est une rivière où il y a des animaux qui vivent. Et si vous voulez en savoir plus, ça fait partie des quelques ouvrages qui peuvent vous intéresser. Est-ce que l'écologie est encore scientifique? Non, non. Est-ce que la mémoire des fleuves et des rivières, c'était le petit ouvrage qui vous donne un aperçu de l'usage des rivières au cours des siècles passés? Et puis, quelle rivière pour demain? C'est une réflexion d'écologue sur le destin des rivières. Voilà. Écoutez, j'arrive à la fin. Merci.